8h35, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la France est toujours comme figée en 2015, ce triste 7 janvier. Le Figaro, le jour où les djihadistes nous ont déclaré la guerre, l'humanité, toujours Charlie, l'opinion, les ombres de l'après-Charlie, la Croix, comment les attentats ont changé la France et l'Obs, de Charlie au Bataclan, djihad made in France. Alors certains ont volontairement choisi de ne pas consacrer leur une à cet anniversaire. Libération avec 6 pages sur la figure tutélaire de la musique contemporaine, Pierre Boulez, silence. Et le Parisien avec les plans de Marine Le Pen pour se trouver des alliés et des ralliés à droite, sa stratégie pour prendre l'Élysée. La France et le djihadisme pour commencer. Oui, il y a cette remarque presque anodine dans l'éditorial des dernières nouvelles d'Alsace. Il est troublant, écrit Dominique Young, d'apprendre que Timéo a été l'un des 10 prénoms les plus donnés aux garçons l'an dernier en France. Comme si la hantise de l'attentat s'était glissée inconsciemment jusque dans les berceaux. Des parents candides se félicitent d'appeler leur fils Timéo, mot qui signifie en latin « je crains ». Je redoute. Les psychanalystes apprécieront la coïncidence. Et le fatalisme qu'on lit dans ces réflexions sur une France qui a perdu la ferveur du 11 janvier fait écho au récit qui émaille la presse ce matin. La femme de Philippe Braham, tuée à l'hypercachère dans le Figaro. J'essaie d'effacer toute trace de la judaïté, dit-elle. Mon fils ne porte plus la kippa à l'extérieur. J'évite d'appeler mes enfants par leurs prénoms parce qu'ils ont des prénoms à connotation juive. Et puis, ceux qui sont de l'autre côté. Cet homme, par exemple, nommé Reda et dont le Monde nous raconte sur 2 pages la terrifiante équipée. Lui qui avait été choisi pour participer aux attentats du 13 novembre. Le 13 août 2015, dans les locaux de la DGSI, il passe aux aveux et explique comment Abdelhamid Abaoud l'avait missionné pour un attentat dans un concert de rock. Qu'en a fait la DGSI? C'est tout le problème. Enfin, dans Le Point, c'est le récit d'une jeune femme partie sur un coup de tête en Syrie, quittant son mari et entraînant son fils de 4 ans pour ce qu'elle croit être un mois d'aide humanitaire à la maternité de Raqqa. On comprend, écrit Violaine de Monclos, comment la conversion à un islam d'abord modéré vient très clairement combler un vide existentiel, une dépression latente. Tous ces récits, c'est une mosaïque entre fragilité individuelle, faille collective, qui nous montre l'immense chantier devant lequel nous sommes. Les chantiers qui commencent sans doute à l'école. Oui, on pourrait croire que c'est sans rapport, mais en fait pas du tout. Ce texte est absolument crucial. Dans les dernières pages de La Croix, le physicien Yves Quéret répond à une question qui lui est souvent posée. Dans l'enseignement des sciences, le professeur doit-il semer l'esprit critique et le doute en même temps qu'il sème les toutes premières graines du savoir et de l'esprit scientifique ? Dans un Occident qui a fait de la science la fille du doute, de la capacité à remettre en cause les évidences, eh bien la question se pose. Mais la réponse, dit-il, est résolument non. Soyons à l'école moins ambitieux afin de l'être plus. L'être plus, dit-il, c'est vouloir que les enfants s'ouvrent à la curiosité du monde, qu'ils acquièrent une imagination libre en même temps qu'un savoir rigoureux. De tout cela, ils sont le plus souvent fort loin. Quand ils maîtriseront un minimum de connaissances et de raisonnement acquis par la pratique concrète d'une science du premier ordre, par exemple apprendre qu'un bouchon et un boulon tombent à la même vitesse, alors, mais alors seulement, c'est-à-dire nettement plus tard, écrit-il, pourra-t-on passer au second ordre, celui où les choses ne sont pas aussi simples que cela et où doit s'installer un doute constructif. Quand des pans entiers de la jeunesse nourrissent des théories du complot où le doute s'exerce très, très loin de toute rationalité, eh bien cette réflexion d'un physicien pédagogue devrait s'afficher dans toutes les écoles. Ce mois de janvier, Natacha, sera celui des commémorations au pluriel. Mais oui, l'opinion, de son côté, a choisi de se souvenir, il y a 6 ans, de la disparition de Philippe Séguin, qui aurait beaucoup ri d'ailleurs de se voir tant d'héritiers putatifs à droite, de François Fillon à Florian Philippot, en passant par Xavier Bertrand. Mais évidemment, le grand anniversaire cette semaine est celui de la disparition de François Mitterrand il y a 20 ans. La revue Charles y consacre son nouveau numéro en donnant la parole à ceux qui l'ont croisé ou côtoyé, de Gilbert Mitterrand à Édith Cresson, de Mazarine Pinjot à Elisabeth Tessier. Mais en fait, ce qui a visiblement amusé la presse, de Libé au Point, c'est cette confidence de Michel Charasse à la revue Charles. Il m'avait dit un jour, si vous voyez que je ne suis plus en état, je compte sur vous pour faire le nécessaire. Ce qui voulait dire pour me mettre une balle dans la tête ou me faire une piqûre. Je ne sais pas faire les piqûres, conclut Michel Charasse, mais je ne me voyais pas lui mettre une balle dans la tête. Vous avez déjà eu une arme entre les mains, demande alors le journaliste de Charles. Oui, j'en ai une là, a répondu Michel Charasse, qui la sort d'un coffre de son bureau du Conseil constitutionnel. On parle pas chocolat, mais c'est la couleur, on parle couleur. Oui, ça c'est sur la photo illustrant l'article de Libération, eh bien, il y a 3 clowns au milieu des enfants et du personnel d'un hôpital parisien en 1910. Et lui
est le seul noir. De son nom de scène, Chocolat, donc, devenu une véritable vedette dans ce Paris de la Belle Époque. L'historien Gérard Noiriel signe la biographie de Raphaël, petit esclave cubain qui va monter un spectacle en duo avec l'anglais Footit et devenir une star. Footit et Chocolat, je vous jure que c'était ultra connu. Mais une Ce star sera évidemment. Le prochain film d'Omar Sy d'ailleurs. Bien sûr, avec Reda Kateb. Oui, exactement. Aussi, mais une star donc que l'on renvoie malgré tout à son identité noire et qui s'est intégrée en fait essentiellement dans le milieu ouvrier et les classes populaires parce qu'on s'intègre, dit l'historien, par la familiarité quand chacun découvre bien que l'autre n'est pas si différent. Et ben on reste avec des stars. Mais oui, on parle d'une autre star et c'est une star à laquelle l'Obs consacre une page, Joe le taxi. Sauf qu'en fait, Joe le taxi, c'est une femme. Figure historique du quartier de Pigalle, où elle officiait il y a 40 ans comme serveuse topless dans le bistrot qu'elle tenait avec Minou, une prostituée dont elle partageait le lit et qui un jour est partie avec la caisse. Et elle devient donc figure de la nuit lesbienne et taxi attitré d'une boîte de nuit. Et c'est là qu'elle embarque un soir Étienne Rodagil qui lui pose des tas de questions. Ah bon, elle conduit après avoir trinqué toute la nuit. Bah oui, mais elle marche au soda. Souvenez-vous des paroles de la chanson. Et tu vas partout, lui demande Rodagil. Ben non, j'ai peur pour mes fesses, répond-elle. Et là, souvenez-vous de la chanson Joe le taxi, il va pas partout. Alors aujourd'hui, elle rêve de rencontrer Vanessa Paradis pour lui raconter son histoire. Une histoire en fait qui nous parle de Paris, de ses nuits, de sa liberté, de ses marges aussi. Et c'est loin, Dieu merci, c'est très loin du 13 novembre. C'est vrai que Joe le taxi, on imaginait un taxi new-yorkais. Eh ben pas du tout. Incroyable. C'est donc à lire c'est dans l'Obs, ça, Joe le taxi. Merci Natacha Polony, qu'on retrouvera demain à 8h30 sur Europe 1 pour la revue de presse. À demain.